Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le vendredi 8 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Bouliki, plus que jamais au fin fond des abîmes. Déjà servi avec difficulté, l'eau n'arrive même plus dans le quartier. Cap Excellence doit alimenter les habitants en bouteilles. Une information édifiante, le New York Times invite les Américains à voyager en Guadeloupe pour visiter le Memorial Act ou assister à la Coupe Davis. L'écrivaine Marie Scondé au Memorial Act, une visite privée et discrète organisée par l'Association des Amis du Mémorial. Le journal, Aurélie Ronze. Et on va parler du problème de l'eau en Guadeloupe. Ce n'est pas un fait nouveau, mais depuis 1 mois et demi, la situation est devenue critique pour les habitants du quartier Bouliki aux Abîmes. Ce matin, Cap Excellence a même fait une distribution d'eau en bouteille. Le reportage de Muriel Barlagne. Dans les hauteurs de Mara-Rose à Bouliki, il y a toujours eu un problème d'eau. En l'absence de canalisation, les raccordons au réseau le plus proche, les habitants ont dû investir chacun dans des tuyaux, citernes et surpresseurs. L'eau du robinet vient en fait des citernes individuelles, elle n'est pas bue. Mais depuis 1 mois et demi, un problème s'est rajouté, la distribution de l'eau est régulièrement interrompue. Quand cette cuve qui a 1200, moi j'ai une cuve de 1250 litres d'eau, cette cuve elle est remplie. Donc moi avec le suppresseur qui est là, j'ai de l'eau dans la maison, mais comme je ne surveille pas la cuve, si au bout de 6 jours, ils n'ont pas envoyé d'eau, je ne me rends pas compte. Je me rends compte seulement quand j'ouvre mon robinet et que je n'ai pas d'eau. Donc je me rends compte, je viens vérifier la cuve et je vois que depuis 6 jours, 7 jours, je n'ai pas eu d'eau. Donc je n'ai pas d'eau. Mais c'est, quand je vous dis une semaine, c'est peu dire parce qu'on est resté, une fois qu'on s'est aperçu qu'on n'a pas d'eau, on reste à peu près 2 semaines, 3 semaines à relancer pour avoir de l'eau, pour dire qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a plus de pression, l'eau n'arrive plus dans nos citernes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations où on reste 3 semaines, voire 4 semaines sans eau. Alertée par les habitants du quartier réunis en collectif, la communauté d'agglomération Cap Excellence a réagi aujourd'hui. En attendant, on a proposé des solutions, d'attente avec une distribution d'eau en bouteille et le positionnement d'une cuve de 3000 litres d'eau non potable à usage domestique. Pour les habitants de Mara-Rose, habitués à boire de l'eau en bouteille, ce n'est qu'une maigre consolation. Il leur faudra attendre encore quelques semaines pour une amélioration de la situation et des mois pour une solution définitive. Soyons à présent un peu plus positifs avec les charmes de la Guadeloupe évoqués dans un classement du New York Times. Le journal américain a dressé la liste des lieux à visiter dans le monde en 2016. Notre département y figure en 11e place. L'article met notamment en avant la nouvelle ligne directe de la Norwegian Airlines entre Pointe-à-Pitre et plusieurs villes des États-Unis. On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. Chaque année, au mois de janvier, la rédaction de la rubrique Voyage du New York Times publie le classement des 52 destinations à visiter au cours de l'année. La Guadeloupe s'y classe à la 11e place. La rédaction reçoit une dizaine de suggestions de blogueurs basés essentiellement à l'étranger. Les critères de sélection sont les avantages et les inconvénients de chaque région et les grands projets réalisés et mis en valeur par la destination retenue. Certains Américains n'ont pas attendu cet article pour venir chez nous. Avec quelques amis, nous sommes venus pour le week-end. Mon ami travaille dans une agence de voyage et grâce à cette nouvelle rotation de la Norvégienne entre les États-Unis et la Guadeloupe, nous avons eu des billets gratuits. Donc nous sommes venus ici pour profiter quelques jours et prendre un peu de soleil. Et surtout, pour voir comment cette nouvelle liaison fonctionne réellement. Eh bien, nous sommes venus en Guadeloupe parce que nous aimons venir dans la Caraïbe et que nous n'étions jamais venus ici et que la Norvégienne a de très bons avantages économiques depuis Boston. Donc on l'a fait et on aime ici. Nous avons vu une publicité en ligne avec de bons tarifs via la Norvégienne pour la Guadeloupe. Nous avons vu que c'était un bel endroit. Comme nous ne connaissions pas du tout, nous avons effectué quelques recherches et vu à quel point c'est magnifique ici. Donc, avec ce bon tarif en plus, nous avons décidé de venir. On a choisi la Guadeloupe parce que c'est une très belle île, c'est beaucoup de plages pour le soleil, le chauffage, pour être ici, pour être dans la chaleur, pour
pour faire toutes les activités ici, le canyoning et le tour en bateau. Enfin, c'est un très beau paysage avec les montagnes et tout ça. Donc c'est une très belle île. Et on est très content d'être venu ici. Pour le New York Times, le Memorial Act et la Coupe Davis sont des atouts majeurs pour inciter les Américains à visiter la Guadeloupe, tandis qu'ici, on discute encore de leur légitimité. La préfecture de Guadeloupe a organisé en fin d'après-midi une opération de sécurité publique à Sainte-Rose, plus précisément sur le pont de la Boucan, un secteur où de nombreux cambriolages sont commis. 25 gendarmes étaient présents. L'objectif affiché, rassurer la population. Karine Gelman était sur place. Ce n'est pas un contrôle routier, mais un contrôle de sécurité publique. La Boucan a été le théâtre de nombreux cambriolages l'année passée. 25 gendarmes ont donc mené une série de contrôles. Un effet dissuasif pour le chef d'escadron de la compagnie de Pointe-à-Pitre. Bien sûr, on a notamment une baisse des cambriolages. On a des jeunes qui portent de plus en plus souvent le casque, ce qui est important dans le domaine de l'accidentologie. On a également une crainte qui s'est installée chez le délinquant d'habitude. Contrôle routier, cynophile, contrôle mobile pour lutter contre la délinquance, l'usage et la possession de stupéfiants. Montrer leur visibilité, c'est l'objectif de cette opération. La lutte contre la délinquance a toujours été envisagée avec détermination. Et je crois que c'est le terme qui est approprié. Et en 2016, c'est la même détermination avec le principe de la tolérance zéro qui sera appliqué. Les consignes ont été claires, elles ont été rappelées lors de la conférence de presse hier. Elles seront rappelées régulièrement à la fois par le préfet et par ses collaborateurs. Tolérance zéro contre la délinquance, contre les délinquants, contre l'insécurité routière, contre les délinquants routiers. Tolérance zéro donc pour enrayer les violences de ces derniers mois. Au chapitre éducation, le SPEG, le syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe, vient d'adresser une lettre à la ministre de l'Éducation nationale. Il dénonce notamment une situation qui persiste et qui s'aggrave au préjudice du personnel et des étudiants. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. Le syndicat des personnels de l'éducation de Guadeloupe, SPEG, a adressé une lettre à la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, pour attirer son attention sur la répartition des postes à l'université entre la Guadeloupe et la Martinique. Parce que nous constatons que on a une loi qui régit le fonctionnement de cette université depuis 6 mois, une ordonnance qui la régit depuis 17 mois et qui impose de répartir les emplois et les crédits de fonctionnement de l'université entre ces 2 pôles régionaux en fonction du nombre d'étudiants, de l'activité de recherche et des enseignements dispensés sur chaque pôle. En faisant les calculs, d'après les chiffres que nous ont donnés l'administration de l'université, on s'aperçoit qu'il y a 62% d'étudiants en Guadeloupe et 38% en Martinique. Et en regardant la répartition des emplois entre les 2 pôles, on s'aperçoit qu'il faudrait 55 emplois de plus en Guadeloupe et 55 emplois de moins en Martinique pour qu'il y ait une égalité de traitement pour les étudiants et pour les personnels, aussi bien sur le pôle Martinique que sur le pôle Guadeloupe. Donc c'est pour cette raison-là que nous demandons un rééquilibrage des emplois et des moyens pour que les étudiants de Guadeloupe et les personnels de Guadeloupe aient les mêmes conditions de travail que leurs homologues de la Martinique. Le syndicat réclame donc, sans pour autant vouloir déstabiliser la Martinique, un plan de rééquilibrage pluriannuel pour une meilleure équité entre les 2 pôles de l'Université des Antilles. Un triste anniversaire aujourd'hui, cela fait 1 an jour pour jour que la policière martiniquaise Clarissa Jean-Philippe croisait la route du terroriste Amédi Koulibaly. En plein exercice, elle était abattue à Montrouge. Émotion donc aujourd'hui en région parisienne, mais aussi à Sainte-Marie, sa ville natale sur l'île Sœur. Une gerbe a d'ailleurs été déposée ce matin devant la stèle qui a été érigée en son honneur. Demain, le président François Hollande lui rendra un hommage à Montrouge. À présent, je vous propose de faire un tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous allons ce soir à Antigua, au Brésil et au Venezuela. Voici la Minute Caraïbe. Venezuela. C'est une période de cohabitation tendue qui s'annonce au Venezuela. Majoritaire pour la première fois depuis 16 ans, l'opposition a pris mardi 5 janvier le contrôle de l'Assemblée nationale. Avec 112 députés sur 167, la coalition des opposants, la Table de l'Unité démocratique, la MUD, aurait dû disposer de la majorité qualifiée des 2 tiers.
Cependant, l'opposition n'a finalement pas obtenu mardi cette fameuse majorité, seuls 163 des 167 députés ayant été officiellement investis. Pour sa part, Nicolás Maduro, qui considère que le 6 décembre 2015 n'est qu'un incident de parcours alors qu'il a subi un revers électoral, a nommé en urgence 13 magistrats à la Cour suprême afin d'en conserver la maîtrise. Chargée du contrôle de constitutionnalité, la Cour pourra apposer son veto aux lois adoptées par la nouvelle Assemblée. La MUD dénonce un coup d'État judiciaire et demande aux militaires de remplir leurs devoirs en faisant respecter la volonté du peuple exprimée dans les urnes. Brésil. Hier, la dengue et le chikungunya, aujourd'hui le Zika, le moustique contaminant serait l'une des causes de l'augmentation des cas de microcéphalie, qui est une anomalie de la croissance de la boîte crânienne. De l'ordre de 150 par an entre 2010 et 2014, les cas suspects de microcéphalie atteignent désormais 3174 dans le pays, selon le bulletin du ministère de la Santé dévoilé mardi 5 dernier. L'épidémie se propage et touche maintenant 684 villes dans 21 États. La psychose gagne les femmes enceintes, la période la plus critique est celle du premier trimestre de grossesse, mais rien ne permet d'affirmer que le danger soit écarté les mois suivants. Arthur Timmerman, le président de la Société brésilienne de la dengue, estime que d'ici 4 à 5 ans, le Brésil pourrait subir 100 000 cas de microcéphalie. La maladie découverte en Ouganda, dans la forêt de Zika en 1947, ne s'est d'abord attaquée qu'aux singes, avant de frapper les humains en Afrique et en Asie. En 2007, une épidémie est recensée en Micronésie et en 2013 en Polynésie française. En juin 2015, le Brésil est frappé à son tour par le Zika, probablement contaminé par des spectateurs présents lors de la Coupe du Monde de football de 2014. Antigua, l'indice de célébrité des Caraïbes continue d'augmenter. Après les visites très médiatisées de Christy Brinkley, Justin Bieber et les sœurs Hilton, une autre superstar a visité la région récemment. Il s'agit de Mariah Carey qui vient de passer la semaine à Antigua et Barbuda. La superstar a publié des photos de son voyage sur son compte Instagram avec des clichés très glamour sur la plage et d'autres en compagnie du Premier ministre d'Antigua et Barbuda, Gaston Brown. Cette petite escapade n'est pas tout à fait innocente car James Packer, le petit ami milliardaire de Mariah Carey, travaille en ce moment avec la légende du cinéma, Robert De Niro, sur un projet hôtelier de plus de 250 millions de dollars à Barbuda. Ce projet consiste en la rénovation du très luxueux établissement K-Club, l'un des préférés de la défunte princesse Lady Diana, que De Niro a racheté en février 2015. À cette occasion, le Premier ministre Gaston Brown a nommé l'acteur émissaire économique spécial dans l'espoir d'attirer plus de célébrités qui investissent dans le pays. Retour en Guadeloupe, vous les voyez sur les étals des supermarchés depuis maintenant quelques semaines. Les melons guadeloupéens se dégustent jusqu'à début mai. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur la façon dont il est cultivé. Karine Gelman a justement rencontré Joseph Bassien, l'un des piliers dans ce secteur. Son reportage. Ok. Par exemple, celui-là n'est pas encore bien mûr. Et ça, celui-là n'est pas encore bon. Il va rester encore 3 ou 4 jours. Donc voilà encore une autre. En finir avec les désherbants, les pesticides et retrouver notre symbiose avec la nature, c'est un combat dans l'air du temps et c'est une lutte que mène depuis longtemps Joseph Bassien. C'est que le rendement est pas mal. Dès les années 40, je dirais vers les années 35-40, donc il travaillait déjà, c'était comme ça qu'il travaillait, avec du fumier. Il n'y avait pas d'engrais. Et puis, il n'y avait pas de traitement non plus. Il y avait un équilibre tout naturel. Puis les usiniers, comme les appelle Joseph, sont arrivés et les techniques ont changé. La plupart des paysans ont dû se mettre à planter de la canne, mais la famille de Joseph a continué en privilégiant le jardin créole. Mes parents plantaient toujours le melon dans la canne, en association avec la canne. On plantait la canne et on plantait du melon. On plantait du maïs, on plantait des concombres, on plantait des jaumons. C'était ça. Les parents d'avant, ils plantaient tout ensemble. Et c'était le sarclage manuel à ce moment-là. C'était les enfants, c'était les parents, c'était les plus grands qui sarclaient. On sarclait à la main, on n'avait pas de désherbant. Au retour de ses études en métropole, en polyculture, il mêle son expérience personnelle et son apprentissage au service de la terre guadeloupéenne. Il est un des piliers du secteur melon en Guadeloupe et de sa reconnaissance par l'IGP, l'indication géographique protégée, une labellisation pour un melon récolté à la main et vendu le jour même. C'est-à-dire avant, il y avait le melon, on ne voyait pas. Mais tel que c'est fait, c'est-à-dire avec des champs
camp melon. Ça a commencé dans les années, il faut dire déjà dès les années 79-80. Et en fait, on a commencé l'organisation vers les années 82-83. Et moi, j'ai été président vers les années 85-86. Depuis 30 ans, sur près de 500 hectares et avec une production de 6000 tonnes par an, le melon est devenu la 3e production de l'île, après la banane et la canne à sucre. Aujourd'hui, fort de son expérience, Joseph Bastien a contribué à développer le secteur et se bat pour mettre en place l'application de la rotation des terres, afin de fortifier la terre et éviter l'utilisation des désherbants. On a commencé à préparer ça octobre-novembre. Et là, c'est les dernières préparations. Là. On va retirer les pierres et puis on va passer notre appareil qui va le rendre encore plus meuble. Et après, on passera les plastiques. Un système compliqué à mettre en place lorsqu'on loue la terre. En effet, la rentabilité du melon est moindre que celle des autres cultures. Et il existe peu de propriétaires cultivant directement le melon. Donc nous n'avons pas foncier je dirais, assuré. Nous n'avons pas un foncier assuré, c'est le plus gros problème. Nous ne pouvons pas faire la rotation culturelle comme nous voulons. Et donc nous sommes obligés de faire comme on peut. D'où ce que je vous ai dit, arriver à une catastrophe, planter 4-5 ans de melon, et puis après, si vous n'arrivez pas à planter quelque chose, eh bien, vous laissez, et puis bon, vous perdez la terre aussi. Joseph Bastien, un homme de combat, mais également porteur de projets modernes et lié aux pratiques traditionnelles pour vivifier la Guadeloupe. Son prochain cheval de bataille, la méthanisation, en récupérant les déchets organiques pour les transformer en compost. Un compost naturel pour une agriculture plus saine. Direction à présent le Memorial Act qui a reçu cet après-midi la visite de l'auteure guadeloupéenne Maryse Condé. Elle est venue à l'invitation de l'association Les Amis du Memorial Act. Maryse Condé était notamment accompagnée de sa fille. Une visite suivie par la caméra de Muriel Barline. Cet après-midi, le guide, c'est Thierry Létang, le directeur scientifique et culturel du MACT. Il commence par présenter l'édifice. Son auditoire est tout oui. Des visiteurs pas comme les autres. Maryse Condé, le célèbre auteur accompagné de ses amis et de sa famille proche, sont venus découvrir le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite de l'esclavage. Une rencontre organisée par l'association Les Amis du Memorial Act. Sa santé est très dégradée, quoi. Et on ne pouvait pas la mettre en présence de trop nombreuses personnes. Donc nous avons prévu un petit événement intimiste qui lui permette de réaliser ses 2 vœux, soit visiter le Memorial Act et retrouver des amis très chers qu'elle n'a pas vus depuis longtemps, puisqu'elle considère que c'est son dernier voyage, parce qu'elle est beaucoup trop fatiguée pour de nouveau prendre l'avion, selon ses dires. Hein. Nous, on souhaite que ce soit le contraire, mais elle se dit trop fatiguée pour revenir une nouvelle fois en Guadeloupe. Avant de découvrir l'exposition permanente, le petit groupe se rend au morne mémoire. La visite est rapide pour ménager la santé de celle qui a présidé le comité pour la mémoire de l'esclavage en 2004, celle qui a proposé la date du 10 mai pour la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. C'était une intéressante balade parce qu'en fait c'est Jacques Berthelot et aussi Thierry Létang qui lui ont bien fait toute l'historique, toutes les origines de la création, tous les concepts qui ont abouti à la création de ce prestigieux monument. Et puis voilà, donc on a passé un très agréable moment pour l'histoire, pour commémorer la mémoire des ancêtres et puis mieux nous projeter dans le futur. Alors je pense qu'elle est très contente. Une après-midi autour de Maryse Condé qui devait se terminer par la projection d'un documentaire et des échanges, des instants précieux avec une plume plusieurs fois récompensée. On va parler de sport maintenant avec la reprise en football du championnat de DH. En match d'ouverture de cette 12e journée, l'Amical Club de Marie-Galante affronte la Gauloise de Basse-Terre. Coup d'envoi ce soir à 20h30. Un mot également du carnaval avec le Gozieval qui a débuté hier soir. Ce soir, c'est Ripage Hamas, le déboulé des groupes à peau. Le départ est prévu dans quelques minutes à 20h au niveau de Lens-Tabarin. Attention, attendez-vous à d'importantes difficultés de circulation. Le maire du
Gauzier a d'ailleurs pris un arrêté pour réglementer le stationnement. Il est également vivement déconseillé de prendre sa voiture dans le bourg entre 20h et 22h. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le ciel sera partagé entre les éclaircies, les passages nuageux, de brèves averses sont également annoncés. Côté température, au réveil, elles indiqueront entre 24 et 26 degrés. Et puis notez qu'un épisode de forte houle est annoncé pour dimanche soir sur tout l'arc antillais. C'est la conséquence d'une forte dépression extra-tropicale au large de la Floride. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, les pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Juste après le retour de votre émission hebdomadaire Télescopie, Jean-Luc Icard reçoit ce soir le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou. Jean-Luc Icard que vous retrouverez également dès demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur Alizé.